messieurs, chers amis, bonsoir. Alors, il m'est agréable d'excuser en préambule, comme à l'accoutumée, M. Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de Montpellier militaire des métropoles, Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, et M. Charles Elvy, président délégué de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas-d'Aquin et président de l'association Séphari, actuellement en Israël avec son épouse, et pour lequel j'ai une affectueuse pensée puisqu'il vient effectivement de perdre sa maman. Je salue la présence de Brigitte Claparède, qui est présidente de France Israël. Et je salue également la présence de notre ami Alain Zimmermann, président du consistoire régional et qui vient d'être fait officier par l'Ordre national du mérite au Sénat par Hussein Bourgi, notamment, et le grand rabbin de France, Chaim Corsia. La transition est toute faite et je cède tout de suite la parole, si vous dire un mot peut-être, Hussein, non, qui me fait l'amitié d'être présent ce soir, l'honneur d'être présent ce soir, Hussein Bourgi, qui est sénateur de l'Hérault et qui est un ami de l'Institut Maïmonide, un ami du monde juif. Alors effectivement, l'antisémitisme, son histoire, son ADN, l'Institut connaît, anti-judaïsme paléo-antique, anti-judaïsme chrétien médiéval, l'antisémitisme contemporain, l'hitlérisme, le négationnisme, l'antisionisme, un pléthore de conférences rencontrées sur le sujet, la plus vieille haine du monde, Pierre-André Taguieff, Barnaby, Richard Prasquier, Roger Zuckerman, Carole Yonkoum, Marc Knobel, Thomas Gergely, Chaim Corsia, Joël Mergui, Serge Arnaud Glasfeld, Annette Vivorca, Michel Vivorca, son frère, Michel Pinoc, Pierre Birnbaum ou encore Frédéric Ancel sont intervenus sous l'égide de l'Institut Maïmonide autour de cette thématique et moi-même j'ai eu le privilège d'intervenir autour notamment de ma thèse de doctorat publiée sur Vichy et les Juifs, l'exemple de Léon. Alors c'est pourquoi il nous a importé de recevoir Brigitte Stora, qui est docteur en psychanalyse, journaliste indépendante et documentariste, et l'universitaire va nous présenter d'ici quelques minutes l'antisémitisme, un barrage à l'émancipation, qui est la thématique de sa thèse soutenue en 2021 à l'université Paris Diderot, l'antisémitisme, un meurtre, un sujet, un barrage à l'émancipation, et dont le livre est en préparation. Brigitte Stora, qui a par ailleurs participé à l'ouvrage collectif L'Algérie en héritage, pour lequel j'ai également participé, une publication essentielle en cette année 2022, puisque c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian, la guerre d'indépendance, rapatriement. Et lorsque Margot Levin, présidente de Keilat Kedem, m'a proposé de nous associer, n'est-ce pas, avec le musée de la résistance et de la déportation de Castelnau-le-Lez, pour recevoir Brigitte Stora, j'ai dit spontanément, naturellement, oui. Et nous nous réjouissons de ce partenariat, de cette réunion fructueuse avec deux associations qui conjuguent un travail primordial. L'une, n'est-ce pas, Keilat Kedem pour un judaïsme ouvert, libéral, déghettoisé mentalement, l'autre au nom du devoir de mémoire et d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, puisque tout dernièrement, il y a quelques jours, ils ont eu l'honneur, le privilège, l'honneur d'accueillir Ginette Kolinka, n'est-ce pas, pour une conférence remarquable et remarquée, ici même en cette salle, avec Michael Delafosse, le maire de la ville, et de nombreux jeunes. Donc cette soirée, sous la triple égide, est en soi un succès, et nul doute que la communication de l'intervenant sera au diapason. Elle est spécialiste de la question, l'antisémitisme, judéophobie, pour reprendre les termes de Pierre-André Taguieff, maladie héréditaire contagieuse et incurable, pour paraphraser le penseur sioniste Léo Pinsker, poison subtil et polyfiltrant, pour reprendre les termes de Marc Bloch, l'historien médiéviste qui a été à Montpellier pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu à faire face à un antisémitisme violent, évidemment des nazis, mais surtout du régime de l'État français de Vichy. Et il a employé cette terminologie intéressante, poison subtil, contagieux et polyfiltrant. Et d'ailleurs, à ce propos, il eut à faire face, pendant la Shoah, à un accueil épouvantable du doyen maréchaliste Augustin Flich, qui, effectivement, ne voulait pas que Marc Bloch, qui venait de Strasbourg, s'installe à Montpellier et puisse, effectivement, professer. Voilà, je ne vais pas, effectivement, m'attarder plus, vous êtes là pour entendre Brigitte Stora. Avant de donner la parole à notre amie Margot Levin pour présenter
la conférencière. J'aimerais remercier Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Métropolitain pour son article et bien évidemment Académie. Merci Mickaël. Bonjour à tous, parce que les personnes qui ont des titres honorifiques ont été saluées, mais pas le public. Donc bonjour le public sans titre. Nous sommes très très heureux avec l'Académie, ainsi de ce partenariat avec l'Institut Maïmonide et le Musée de la Résistance et de l'Alimentation, d'accueillir Régis Thora, qui a soutenu sa thèse assez récemment, en pleine période dite compliquée puisque c'était le Covid. Une thèse qui, me semble-t-il, et nous a semblé au CA de Quai Académie, aborde ce sujet tant de fois étudié, analysé et toujours aussi incompréhensible et toujours aussi inimaginable. Il l'aborde d'une façon un peu nouvelle, on va dire nouvelle ancienne, vous savez, à l'image de la synagogue de Prague, cette nouvelle ancienne synagogue. Alors nouvelle parce que, de façon transdisciplinaire, associant ou combinant ou tissant la dimension psychanalytique à la dimension sociologique et historique. Et voilà, nous sommes très friands de l'entendre. Merci Brigitte et merci à tous. Merci. Voilà, à mon tour de remercier tous ces gens qui m'ont invité, qui m'ont fait confiance, parce que c'est d'abord une histoire de confiance. Ma thèse n'est pas publiée, d'ailleurs je ne souhaite pas qu'elle le soit tout de suite, parce que je suis en train d'en faire un livre. Donc c'est encore, voilà, vous allez être les premiers, hein, si il y a un écho à ma pensée, je dirais que ça a commencé à Montpellier. Donc merci à toutes celles et ceux qui m'ont invité, donc évidemment Keilat Kedem dont on a parlé, l'Institut Maïmonide avec Caroline Monti, merci donc à Nathalie Assouline, Margot Lévy, merci aussi donc au Musée de la Résistance et de la déportation de Castelnau avec Madame Brigitte Claparègue-Laverne qu'on a citée. Voilà, et merci surtout à vous qui ne me connaissez pas beaucoup, je crois, et qui avait décidé de perdre une soirée, ou en tout cas de faire le pari de ce que je vais vous raconter, qui effectivement est un peu, je vais dire, différent peut-être de ce qu'on entend habituellement, parce que j'ai inscrit donc ma thèse en psychanalyse, mais elle est d'abord dans une très grande pluridisciplinarité et transdisciplinarité, c'est-à-dire que j'ai combiné effectivement des choses qui relèvent de la philosophie, de la sociologie, de la psychanalyse, bien entendu. Je me suis adossée, donc là, bon, on est, disons, vous allez comprendre à peu près ma démarche, mais c'est vrai que je me suis adossée à la pensée juive, c'est-à-dire qu'il m'a semblé que les éléments importants des notions de l'exil, par exemple, de l'alliance, de la responsabilité, etc., me paraissait important et pour comprendre en général les choses et pour comprendre l'antisémitisme que finalement, mais bon, je ne vais pas commencer par la fin, que j'ai compris un petit peu comme un envers de cette pensée, comme un démenti. La psychanalyse, comme la pensée juive, hein, qui est elle-même issue de l'herméneutique biblique, part de la marge, du symptôme, de l'exception pour fonder la règle. Elle interroge le langage, la lettre, mais aussi le non-dit, le lapsus, dans leur refus commun d'une approche globale. Les deux se déploient par l'interprétation, tiennent en méfiance une vision du monde totalisante, ainsi que l'illusion d'une maîtrise totale. Ces pensées remettent en cause la classique dichotomie héritée des Lumières entre la raison et la passion,
puisque Freud écrivait le moi n'est pas maître en sa demeure, car autrui y réside aussi. Et enfin, c'est dans une démarche citoyenne, j'ose le dire, guidée par le souci de l'émancipation politique, que j'ai voulu partager ma réflexion. L'antisémitisme, faut-il le rappeler, c'est d'abord une injustice qu'il convient de dénoncer, de combattre. Et c'est donc dans cette vision du monde émancipatrice qui se situe aux côtés d'autres combats contre d'autres injustices qui me semble juste et cohérent de refuser l'antisémitisme. Mais parce que l'histoire a fait du juif un paradigme de l'altérité, il me semble que la reconnaissance et la défense du non-juif constituent sans aucun doute l'un des enjeux majeurs d'une politique d'émancipation ou de son abandon. Voilà, cette thèse était donc une exploration, une réflexion qui aboutit à une hypothèse, et c'est là que la dimension psychanalytique évidemment est importante. C'est d'abord une question sur la conspiration juive mondiale est-elle centrale et structurelle de tout antisémitisme? Qu'est-ce que c'est que cette domination? Voilà, c'était ma question. Mais qu'est-ce que c'est que cette domination juive qui structure absolument tout discours qui place l'abolition du judaïsme du côté du refus de toute émancipation et de toute altérité? Et surtout, comment cette langue antisémite que beaucoup s'obstinent à ne pas écouter recycle-t-elle sans arrêt à travers de nouvelles déclinaisons, c'est vrai, toujours ces thèmes éternels. Alors, parler de l'antisémitisme, bon, si vous êtes venu ici, c'est que la chose vous intéresse, on pourrait toujours se dire, mais enfin, il y a quand même d'autres choses à parler dans le monde. Il y a la guerre aujourd'hui en Ukraine, il y a des gens qui se noient par milliers en Méditerranée, il y a un pays qui se détruit depuis 10 ans, la Syrie, enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Alors pourquoi les juifs? Mais il n'y a que les antisémites qui peuvent répondre à ça. Voilà, l'incroyable disproportion entre la réalité des juifs, c'est-à-dire moins de 14 millions sur Terre, et la centralité de cette obsession est en soi une réponse. Et c'est eux qui donnent la plus grande réponse à cette espèce de centralité absolue des juifs. C'est vrai, Drummond l'avait résumé ainsi, tout vient du juif, tout revient aux juifs. Et depuis, pour eux, pas grand-chose n'a changé, les mêmes mots, les mêmes griefs. De la Palestine au cours du diesel, en passant par le rejet de l'Europe, de l'impérialisme, de l'immigration, de la souffrance animale ou du Covid, il semble qu'il n'y ait pas une dénonciation ou une colère qui soit indemne de la possible contamination par la langue antisémite. L'antisémitisme ne désarme pas, il ne revient pas non plus, car il semble bien qu'il n'ait jamais disparu. Il n'a rien de nouveau, il est. Pour le philosophe Jean-Luc Nancy, il est cette maladie auto-immune de l'Occident chrétien, une maladie chronique et incurable contre laquelle on peut espérer que des moments de rémission. Les Juifs le savent, leurs textes les plus anciens en parlent, et pourtant il y a toujours une sorte d'optimisme, je dirais, eschatologique qui a souvent voulu faire mentir l'histoire et la fatalité. Bien sûr, il y a eu des périodes d'accalmie, des périodes où l'expression antisémite s'est faite prudente, voire honteuse, notamment après la Shoah. C'était des décennies qui étaient aussi marquées par un certain développement économique, une confiance dans l'idéal démocratique. À ce moment-là, l'antisémitisme a semblé s'assouplir. Mais c'était une erreur de le croire disparu. Et la Shoah, loin de le discréditer définitivement, lui a finalement fourni de nouveaux arguments pour haïr les Juifs, comme la haine de la culpabilité. Mais on y reviendra. Désormais, bon, je ne vous apprendrai rien, l'antisémitisme est présent plus que jamais dans des aires géographiques qui étaient autrefois moins touchées, comme le monde musulman, le monde arabe, l'Amérique latine et même l'Extrême-Orient.
Il est nodal, on le sait, dans la propagande islamiste. Il s'exprime de nouveau sans tabou dans l'extrême droite européenne, pourtant responsable de la Shoah. Il tue un peu partout dans le monde, mais aussi en France, en Europe et même aux USA, pays longtemps épargnés, où des juifs ont été abattus dans une synagogue, comme vous le savez, à Pittsburgh en 2018, et où des pro-Trump ont affiché clairement leur antisémitisme à l'assaut du Capitole en janvier 2021. Il est toujours récurrent dans les pays de l'Est, là où les communautés juives ont été assassinées. La résurgence, si on peut dire, de l'antisémitisme un peu partout dans le monde est bien sûr au fondement de ma réflexion, de ma soif de comprendre. Je pourrais faire mienne la fameuse phrase de Léon Poliakov qui disait « J'ai voulu savoir pourquoi on voulait me tuer ». Pourtant, pendant longtemps, cette réflexion, cette douloureuse question, si je puis dire, appartenait au passé. Ma génération, donc, qui est née au moment des indépendances coloniales, qui a grandi dans l'antiracisme, dans le féminisme, découvrait enfin la fierté de ses appartenances et de ses identités plurielles. L'urgence d'ailleurs pour beaucoup de gens de ma génération était plutôt au combat antiraciste, qui lui non plus n'a pas vraiment désarmé, et dans lequel beaucoup de juifs étaient engagés. Ma génération, celles qui ont suivi, les générations d'après-guerre, ont été profondément marquées par la découverte de l'ampleur de la Shoah. Et n'avaient pas envisagé, bien sûr, le retour brutal de l'antisémitisme dans le monde, ni son corollaire, le démenti aux idées progressistes et humanistes qui, pendant longtemps, culturellement au moins, ont dominé. C'est donc dans un mélange d'effroi, de consternation que nous avons assisté à son irruption violente sur la scène politique, mais aussi sur celle de nos existences. En France, c'est à l'automne 2000, très précisément, qu'un discours anti-juif s'est répandu. Il y a eu comme une parole affranchie qui ne rencontrait pas d'obstacles, et puis des actes aussi nombreux que étrangement tues. Des enfants tabassés, des synagogues vandalisées, qui viennent toujours prolonger les mots de la haine. Avec d'autres, j'ai tout de suite été consciente de ce qui se passait, un peu comme quand on voit une digue s'effondrer, dont on connaissait peut-être au plus profond de soi la fragilité. Et je savais qu'il y aurait en France des meurtres de juifs. Bon, je n'aurais pas imaginé peut-être le calvaire d'Ilan Halimi, les enfants juifs de Toulouse assassinés à bout portant, les clients d'un magasin cachère mitraillés, le calvaire de Sarah Halimi, donc massacrée puis défenestrée, le meurtre de Mireille Knoll dans son fauteuil roulant, bref, 12 à ce jour. Je savais aussi que l'antisémitisme était un moment de bascule, comme un signe annonciateur d'autres effondrements. Et ces effondrements ont eu lieu. Comme si le barrage à la haine anti-juive ayant cédé, c'est aussi toutes les autres haines qui ont pu avoir droit de citer. Ça a été des années de mélancolie, de solitude que j'ai raconté dans un livre que j'ai apporté. Bon. Mais c'est aussi des années donc, où j'ai vraiment voulu comprendre ce retour, qui est, je crois, notre question à tous. Comment et pourquoi, après la Shoah, malgré la Shoah, peut-être même à cause de la Shoah, un discours antisémite si semblable à celui qu'on avait toujours tenu sur les Juifs se répandait de nouveau. Alors je dis discours parce que je crois que l'antisémitisme, c'est d'abord peut-être un discours, une langue, que beaucoup parlent à leur insu et qui se parlent donc, comme vous le savez, beaucoup aujourd'hui sur la planète. Pourquoi n'était-on pas capable d'entendre ce discours, et donc encore moins de le dénoncer? Il n'était pourtant pas nouveau, il disait toujours la même chose. Il disait que les Juifs, ce peuple injustement élu à la place des autres, poursuivaient leur conspiration pour dominer le monde. Aujourd'hui donc, malgré hier,
malgré la longévité de ce fantasme, malgré la constance de la propagande antisémite, je parle de la dernière période, au XIXe siècle, etc. La littérature, je vais vous faire, je vais pas vous raconter tous les livres atroces, le péril juif, les juifs, le roi de la France de Toussenel, 1845, la France juive, bon, bref, les juifs rois de l'époque, pardon. Et les fameux protocoles des sages de Sion qui poursuivent donc une carrière mondiale, comme vous le savez aussi. Pourquoi ce discours reste inaudible? Pourtant, ce mythe meurtrier de la conspiration juive, qui fait de l'antisémitisme une légitime défense face à la menace, est au centre de tout discours antisémite, quelles que soient ses déclinaisons politiques, culturelles ou religieuses. Et c'est ce fantasme de la domination juive et de la spoliation des peuples qui s'est redéployé après la guerre, comme s'il n'avait pas été l'argument central du nazisme, et comme si l'extermination des Juifs n'en avait pas constitué le plus cruel des mentis. Ce mythe est au cœur du négationnisme. Il est au cœur de l'islamisme, au cœur des discours de l'extrême droite et leur déclinaison nationale populiste. Mais il est également très souvent présent dans la plupart des discours antisionistes, et il apparaît en filigrane dans certains discours décoloniales, je dis bien certains, voire altermondialistes, qui met l'accent sur une domination abstraite et qui ne craint pas de placer le nom d'Israël en son centre. La terrible banalisation de l'antisémitisme est d'abord liée à l'impuissance à dénoncer son discours et même à le reconnaître. Et là réside peut-être un des grands motifs de la mélancolie juive, même si elle n'aurait pas spécifique, parce qu'après tout, toute oppression s'accompagne aussi de déni et de l'indifférence complice. Je pense aux mots de Martin Luther King qui disait à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ces mots nous hantent, ils disent la trahison, le sentiment d'abandon, la connivence, ou même, et c'est déjà pas mal, le consentement. Cette complicité silencieuse avec la tyrannie que dénonçait Étienne de la Boétie, cette peur de la liberté qu'a décrite Erich Fromm, Hannah Arendt et bien d'autres penseurs, cette peur de la liberté, donc cette complicité qui fut de tout temps l'allié de l'oppression, puisque c'est elles qui l'ont permis et qui permettent toujours à l'horreur de triompher. J'ai eu la chance d'avoir dans mon jury de thèse Christian Ingrao, un historien que peut-être vous connaissez, qui est spécialiste donc de la violence nazie, et qui dit que le génocide des Juifs n'aurait pas pu avoir lieu sans le consentement de l'Europe, c'est-à-dire sans la complicité active des gouvernements collaborateurs, sans l'aide des assassins, de Roumanie, d'Ukraine et d'ailleurs, mais aussi sans le consentement des chauffeurs de bus français, des conducteurs de train belges, etc., etc. Et enfin, sans le silence de ces trop nombreux qui ont regardé ailleurs. Il y a un mot en allemand que j'aime beaucoup et qui dit bien la chose, c'est wegschauen, regarder, comme dans une ligne de fuite. Est-ce que les nazis auraient osé imaginer puis mener au bout la solution finale sans le consentement du Vatican et l'abandon des nations? C'est une question que je laisse douloureuse aux historiens. Aujourd'hui, l'antisémitisme est bien plus minoritaire que dans le passé. Heureusement, les pamphlets antisémites ne sont pas des best-sellers et les pouvoirs publics protègent les synagogues. Mais le souvenir de cet abandon du monde rend plus brûlant encore chaque manifestation d'antisémitisme. Et le consentement actuel est lourd, je crois, d'un insupportable écho. Car si hier comme aujourd'hui, seule une minorité exprime son antisémitisme, c'est bien souvent aussi une majorité qui laisse faire. Quand dans les années 2000, on a entendu « mort aux Juifs » dans les manifestations pro-palestiniennes, très peu ont pensé qu'il y avait là quelque chose de rédhibitoire, d'inacceptable. Les haineux n'ont guère été isolés et désavoués.
On a regardé ailleurs. Beaucoup ont alors expliqué que c'était lié à la cause. Foncièrement bonne pour les uns ou foncièrement mauvaise pour les autres. Et avec des arguments un peu en miroir, on a trouvé des circonstances atténuantes ou au contraire aggravantes aux participants de ces manifestations. Certains idéologues tenaient là leurs vrais coupables, leurs nouveaux antisémites, qui est un peu comme pour le Nouveau Testament, rendait caduque l'Ancien. Mais l'histoire s'est répétée. Et les débordements antisémites, comme on dit, d'autres manifestations se sont passées de la Libye, de la cause palestinienne. À l'automne 2018, la manifestation des Gilets jaunes eut comme point de départ la hausse de l'essence, revendication apparemment assez éloignée de l'imaginaire anti-juif. Et pourtant, certains passèrent sans transition du diesel à Rothschild. Récemment, les manifestations contre les mesures de sécurité sanitaire liées à la pandémie de Covid ont été le théâtre de gestes et de slogans antisémites. Étoiles jaunes, propos conspirationnistes envers des personnalités juives, retour de mythes moyenâgeux, etc. Chaque fois, il s'est agi de publics différents. Chaque fois, les dérapages furent ceux d'une minorité. Et chaque fois, un même silence, un même consentement. Mais pire encore, quand des voix se sont élevées pour dénoncer ces débordements, comme on dit, alors il est parti des silencieux qui a repris la parole pour dire qu'en fait, la dénonciation de l'antisémitisme était une parole qui faisait taire les autres. C'était une parole qui, probablement, obéissait à un autre agenda, celui qui, contre les Palestiniens, choisit la politique israélienne, celui qui, contre les Gilets jaunes et leur légitime grief, choisit le privilège, celui qui, contre le souci démocratique, qui me paraît aussi légitime d'une certaine manière, choisit le gouvernement Macron, etc. C'est-à-dire le pouvoir, toujours la domination. Le sentiment de solitude et d'abandon a fait s'éloigner un certain nombre de Juifs de France, on le sait. Certains sont partis, d'autres ont continué à vivre avec une espèce de citoyenneté un peu entamée, meurtrie, un peu comme quand on se détache comme ça, comme une banquise un peu qui se détache du reste. Et puis il y a eu janvier 2015, c'est après janvier 2015 que j'ai écrit mon livre, et l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo et celui concomitant des clients du magasin Cachet a, je crois, changé la donne. Il y a eu, après ce long silence, donc une parole qui s'est fait entendre. Hélas, à mon avis, très vite engloutie dans un discours très conservateur, je vais le dire comme ça. Un discours qui, comme si le non-juif qui avait été abandonné sur le bord de la route avait été cueilli, puis embarqué dans une croisade culturelle d'une droite identitaire défendant hier comme aujourd'hui l'Occident chrétien civilisé contre les barbaries. Et cette défense des Juifs a souvent fait l'impasse sur le discours antisémite, sur la constance de ces thématiques et de ces références. Je pense que l'agitation autour du supposé nouvel antisémitisme a plutôt fait régresser la réflexion sur l'antisémitisme tout court, lui permettant encore une ultime esquive. Ainsi, nombre de colloques, de tribunes, etc., visant à le dénoncer, s'en sont pris davantage aux nouveaux locuteurs plutôt qu'à la langue très ancienne qu'il parlait. Et pourtant, cette langue n'a pas changé. La dénonciation de la domination mondiale d'Israël ne date pas d'hier. C'est en 1924 que Roger Manglin fit paraître l'impérialisme d'Israël. Bref, pour résumer, je pense qu'il y a un seul antisémitisme, qu'il continue son discours et que de Dieudonné qui réhabilite les négationnistes aux
polémistes Alain Soral qui réédite Drummond, John Ford, etc., jusqu'aux islamistes qui se réclament essentiellement des protocoles des sages notions, on cherche en vain la nouveauté, ou même seulement l'imagination. Rien dans le discours antisémite ne paraît jamais périmé. Donc je l'ai dit, quels que soient ses locuteurs et la cause qu'il prétend défendre, le discours anti-juif déplie depuis des siècles une langue et des thèmes séminaires, alors même qu'il croit régulièrement l'inventer. Je donne un exemple. Par exemple, l'argument de la concurrence mémorielle, porté de nos jours par une partie, hélas significative, du courant décolonial et altermondialiste. Cette idée aujourd'hui largement admise finalement, qu'on en ferait trop avec la mémoire de la Shoah au détriment d'autres mémoires comme celle du colonialisme, de l'esclavagisme, etc. Bref, ce grief reproché aux Juifs de tirer la couverture à eux n'est pas nouveau. Il est lié à cette idée fondatrice de la spoliation et de la domination. Ce fut l'argument de Staline au moment du livre noir. On en reparlera si vous voulez. Donc il y a un livre noir sur les exactions nazies qui doit paraître et Staline décide que finalement on parle trop des Juifs et pas assez des autres nationalités, que ça va leur faire de l'ombre. Ce fut l'argument de l'extrême droite européenne, américaine, pour refuser l'engagement des Alliés dans la guerre juive. Hitler parlait de guerre juive. Bref, ce grief millénaire est intimement noué donc à l'idée de la supposée domination juive, car les Juifs, comme on le sait toujours, prennent toute la place, une place privilégiée et illégitime d'où il faut les déloger. L'antisémitisme stalinien, j'y reviendrai, a durablement affecté une partie de la gauche, notamment dans son versant tiers-mondiste. Son discours et ses influences ont joué une partition majeure dans le retour au XXIe siècle d'une très ancienne parole anti-juive, sans qu'elle soit identifiée, dénoncée, ni même reconnue, car cet antisémitisme stalinien, contrairement à l'antisémitisme d'extrême droite et au nazisme bien sûr, a souvent employé des mots cryptés, faisant signe vers un imaginaire commun qui lui préexistait. Aujourd'hui, comme hier, la focalisation sur une nébuleuse de la domination sans nom, au relent conspirationniste, semble constituer un des signes d'une vision du monde antisémite. Car depuis de nombreux siècles, l'antijudaïsme a placé le juif au cœur de la domination mondiale occulte et de la dépossession des autres. Alors, si ce mythe n'en finit pas de se décliner parfois en toute innocence, sans trouver sur sa route de réels démentis, la question demeure pourquoi ? Pourquoi et comment, fort de cette esquive, ce mythe a pu se poursuivre en dépit de la Shoah? Osons donc cette hypothèse, qui n'est pas cause de moi, loin de là. La force du mythe de la domination juive au cœur de l'antisémitisme réside peut-être aussi dans l'impuissance à le dénoncer et donc à l'identifier. Ne serait-ce pas précisément la puissance de son ancrage qui le rend invisible et inaudible? Peut-on prendre comme un indice, plutôt que comme une énigme, le lien apparemment paradoxal entre la centralité de ce thème de la domination juive mondiale, son éternelle reconduite et le refus de le voir? Est-ce que ce mythe donc entrerait en résonance avec un imaginaire archaïque et peut-être inconscient qui lui fait accueil? Si tel est le cas, alors l'antisémitisme n'est pas une série de préjugés ou de stéréotypes. Il n'est pas non plus un code culturel ou un référentiel culturel, comme on l'a souvent dit. Il est bien plus. Le discours qu'il tient et la langue qu'il parle n'ont rien de conjoncturel ou d'accidentel et ressemblent davantage à une idéologie, c'est-à-dire à une vision du monde portée par un discours. Et cette vision du monde, loin d'être nouvelle, apparaît au contraire au fondement de notre culture et de notre civilisation européenne. Dans son livre « Jeunesse de l'antisémitisme » paru en 1957, l'historien Jules Isaac décrivait cette longue durée de la haine, disait l'antisémitisme chrétien
est la sauce puissante, millénaire, aux multiples et fortes racines sur laquelle sont venues se greffer toutes les autres variétés d'antisémitisme, même les plus opposées de nature, même antichrétiennes. Poursuivi de siècle en siècle, de génération en génération, il a déposé dans les âmes sans défense un subconscient d'antisémitisme, une sorte d'horreur sacrée pour les Juifs. Cette horreur sacrée, diffusée depuis des centaines d'années, est au fondement d'un imaginaire et d'un système de pensée aussi puissant qu'impalpable, puisque précisément, ils sont à l'origine des visions du monde. L'historien américain David Nirenberg poursuit cette intuition en montrant comment l'antijudaïsme fut l'idée fondatrice de l'Occident chrétien. Dans son livre, qui n'a hélas pas encore été traduit en français, donc Anti-Judaism, The Western Tradition, donc l'antijudaïsme, la tradition occidentale, il explique comment, pour lui, l'antisémitisme est le moment moderne de ce vieil antijudaïsme. Et qu'il s'est imposé comme un système d'explication du monde. Un antijudaïsme, écrit-il, ancré dans la structure de la civilisation occidentale qui a aidé ces intellectuels et polémistes à expliquer les hérésies chrétiennes, les tyrannies politiques, les fléaux médiévaux, les crises capitalistes et les mouvements révolutionnaires. Un antisémitisme donc structurel, comme une vision du monde parmi les plus anciennes et les plus puissantes, ayant forgé un imaginaire et un discours qui ont placé l'abolition du judaïsme du côté de la rédemption universelle. Alors comment j'arrive au meurtre du sujet et au barrage à l'émancipation? Eh bien, il se trouve que l'histoire de l'Occident chrétien a installé les Juifs dans une situation singulière et, je dirais, particulièrement périlleuse. Le judaïsme a engendré, peut-être malgré lui, une religion, mais aussi une civilisation, qui, pour se fonder, a dû tout lui emprunter, et dans le même temps, le renier et proclamer sa révocation. L'antijudaïsme, depuis 2000 ans, ne ressent-il pas à ce reniement éternellement recommencer? Dans cette histoire où l'antijudaïsme fut au fondement, le juif, et les antisémites ne disent pas les juifs, ils disent le juif, apparaît non seulement comme le paradigme de toute altérité, mais peut-être comme son archétype. C'est peut-être plus qu'une déclinaison du racisme, l'antisémitisme en est peut-être sa matrice. C'est sans doute ce qu'avait suggéré Emmanuel Levinas, qui avait écrit « À la mémoire des êtres les plus proches, parmi les 6 millions d'assassinés par les nationaux socialistes, à côté des millions et des millions d'humains de toute confession et de toute nation, victimes de la même haine de l'autre homme, du même antisémitisme. » Mais que nous dit cette haine de l'autre, de l'étranger? En quoi est-elle originelle, menaçant l'intégrité de l'individu? Et surtout, comment comprendre le caractère tellement intime de cette détestation? L'antisémitisme, on l'a dit, c'est un objet détestable qui renvoie à une vieille culpabilité, à la Shoah. Il ressemble à un fantôme qu'on croyait avoir congédié, que beaucoup voudraient voir disparaître, sans pourtant, le plus souvent, se donner les moyens de le combattre. Pour ceux, nombreux, qui le condamnent, l'antisémitisme, et je dirais différemment du racisme, suscite moins la colère et la révolte que le dégoût et le désespoir. Comme s'il recelait l'angoisse d'une néantisation contagieuse, augmentée et ravivée par le souvenir de la Shoah. Comme la confirmation d'une défaite, à la fois intime et collective. Alors de quelle défaite pourrait-il s'agir? Qu'est-ce que l'antisémitisme a à nous dire qui nous effraie autant? Est-ce qu'il y aurait une vérité sombre de notre humanité commune que l'antisémitisme révèle?
et ce qui pourrait être la clé d'une douloureuse découverte, celle d'un mal non rédimé, irréductible, tapi au cœur même de l'humain. Pourquoi je parlais du sujet? J'y reviendrai bien sûr, mais les Juifs, peuple dispersé, particulièrement métissé, ont fini par ressembler évidemment aux populations parmi lesquelles ils vivaient. Aussi, tout au long de l'histoire, il a fallu les distinguer pour ne pas se confondre. Les marquer par des couleurs, vous savez, des chapeaux pointus, des rouelles, mais aussi des lieux, des zones de résidence, des mélas, des ghettos, etc. Ce marquage qui en a précédé bien d'autres, est-ce qu'il ne constitue pas en creux comme un aveu? Est-ce qu'il ne nous révèle pas cette proximité troublante, menaçante, cette fameuse hantise de la contagion face à cet autre si semblable? Cet autre parmi nous, cet étranger en nous, bien sûr on peut choisir de l'accueillir ou de s'en débarrasser, et ce sont les conditions, je crois, historiques, économiques, politiques, qui déterminent pour une large part ce choix. Dans la Bible, et là vous êtes, je crois, familier, coutumier de ces pensées, mais dans la Bible comme dans la pensée juive et la pensée psychanalytique, l'autre absolu, l'étranger, réside au plus profond de soi. Il y a dans la Torah une injonction biblique répétée 36 fois, « Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car tu as été étranger en terre d'Égypte. » C'est bien le souvenir d'avoir de l'autre en soi et d'avoir été cet étranger pour l'autre qui forge la responsabilité du sujet biblique. L'autre symbolise cette faille comme une entrave à la toute-puissance. Il est le lieu du manque, mais aussi du désir. Il est la possibilité d'un devenir sujet qui se détache de l'ego, en même temps que la condition d'une éthique de la responsabilité. C'est grâce à l'accueil d'autrui, lié au souvenir de l'étranger en soi, que le sujet, à la fois entamé et désirant, peut se construire en devenir et se projeter dans un horizon d'émancipation. Car cet accueil est lié à un mouvement, à une conquête de la liberté. Frantz Fanon a écrit « L'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable ». Frantz Fanon, donc, pour qui la lutte pour l'émancipation et la décolonisation s'appuyait aussi sur le désir d'habiter un monde où l'avenir prendrait le visage de l'autre. Par l'obsédante et indéfectible détestation de cet autre intime, tant politique que personnel, l'antisémitisme ne vient-il pas, paradoxalement, confirmer ce lien? Le meurtre de l'autre ne passe-t-il pas aussi par l'abolition de soi? Je pense aux belles phrases de Jean-Paul Sartre dans Réflexions sur la question juive. Alors, on a reproché à juste titre à Jean-Paul Sartre d'avoir raté un peu le juif dans sa subjectivité, dans sa positivité. Mais ce qu'il n'a pas raté, c'est le portrait magistral qu'il fait de l'antisémite, comme cet être un peu en déficit d'éthique. Il dit que l'antisémite, c'est un homme qui a peur de lui-même, de sa conscience, de sa liberté, de ses responsabilités. Il choisit la permanence et l'impénétrabilité de la pierre. Il choisit de ne rien acquérir, de rien mériter, mais que tout lui soit donné de naissance. L'antisémitisme, en un mot, c'est la peur devant la condition humaine. L'antisémite est un homme qui veut être un roc impitoyable, torrent furieux, foudre imprévisible, tout sauf un homme. Ces phrases superbes disent le refus passionné de l'antisémitisme, de tout élan vital, de toute altérité et de tout devenir. Le refus de tout exil de soi, ce qu'Emmanuel Lévinas appelait cette impuissance à sortir du monde, la fervente aspiration à la coïncidence à soi, sans faille ni risque de désir, sans constituer la force d'attraction de l'antisémitisme. Or, cette peur de devenir, de la condition humaine dont parle Sartre, est peut-être bien une impuissance
à transformer sa peur en courage. L'antisémitisme serait alors le nom d'une dérobade face à sa propre responsabilité, que le récit biblique a nommé idolâtrie, et que l'histoire de l'humanité a aussi tragiquement illustré par des épisodes renouvelés de servitude volontaire. Car s'il existe un lien entre le sujet et le collectif, l'antisémitisme semble en donner la plus convaincante des illustrations. Par son refus de toute altération et de tout décalage, l'antisémitisme apparaît comme un refus du mouvement qui inscrit l'existence dans un devenir. Dans sa dimension collective, il semble bien constituer un barrage à toute émancipation politique. Car depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par la Révolution française, la Commune de Paris, la Révolution bolchevique, l'antijudaïsme n'a pas cessé d'accompagner avec opiniâtreté le refus de l'émancipation des Juifs, bien sûr, mais aussi de toute émancipation. Le discours antisémite, parlé parfois à l'insu de ses locuteurs, ne finit-il pas par salir, avaler et interdire tout mouvement vers le monde et vers son semblable dont parlait Fanon? En lieu et place d'une démarche émancipatrice, ne choisit-il pas l'immobilisme du conspirationnisme, la rumination du ressentiment face à l'action et la critique politique, la haine contre la révolte, on pense à Albert Camus et son homme révolté? Ne ressemble-t-il pas à une sorte de retour vers soi, entendu comme retour vers l'ego, vers la pureté de ses origines, vers son immuable identité, un peu comme un démenti à l'injonction biblique faite à Abraham? Vous vous souvenez de cette injonction qui lui disait de tenter l'aventure de la vie et de sortir de soi pour aller vers soi, l'Erlera. Comme si, bien au-delà des Juifs, l'usage de cette langue venait rejoindre le renoncement à l'émancipation, comme si elle en constituait le plus sûr des barrages, comme une dérobade sans cesse réaffirmée face à la responsabilité. Pour les hébraïsants, ici, vous savez que responsabilité en hébreu, qui se dit achayut, contient le mot frère et le mot autre. On répond de soi et on répond de l'autre. L'antisémite se dit dépossédé, et d'une certaine manière, il l'est, victime de sa propre dérobade, qu'il vit pourtant comme une spoliation. Il pense que le juif dominant lui a volé son avenir, sans voir que c'est la haine qui lui voue, qui fait barrage à sa propre capacité à devenir sujet. Mais si le juif est le sujet manquant de l'antisémite, il demeure peut-être bien aussi la conscience coupable et clandestine de sa dérobade. Peut-être est-ce pour cela que l'antisémite sent à quel point cette haine lui est intime, à quel point il s'agit de s'affranchir du juif, de sa tutelle, de son emprise, comme on s'affranchirait d'un bout de soi-même, comme on s'arracherait un bout de soi-même. Et il y a bien sûr ce lien que développe Lévinas. L'autre est aussi une transcendance, et on peut peut-être y voir là la trace de cette fameuse domination. Depuis longtemps, je conclus, l'antisémitisme a inscrit la figure du juif dans le grand récit de la dépossession. Et son nom, à ses yeux, symbolise cet avenir confisqué. Chaque fois que l'horizon d'émancipation s'assombrit, les Juifs sont en péril. Qu'il s'agisse de l'échec du socialisme, du désespoir du monde arabe et des défaites, des grands idéaux qui avaient pourtant présidé aux décolonisations, du discrédit des valeurs de fraternité et autres utopies heureuses, c'est d'abord sur la panne de l'avenir que l'antisémitisme se déploie, comme si le vide, toujours, lui servait d'abri. Il a un rôle, bien sûr, dans cette histoire, parce que s'il prospère à l'ombre des défaites de l'émancipation, l'antisémitisme, tout au long de l'histoire, en a été aussi l'un des plus formidables accélérateurs, car il en prit parfois le masque. Alors, bien sûr, la haine de l'autre, c'est toujours
la haine de l'autre, quel que soit cet autre, qu'il soit femme, qu'il soit noir, juif, arabe, rom, musulman, homosexuel, les mêmes mécanismes semblent à l'œuvre. Il s'agit le plus souvent d'une haine de l'autre en soi et d'un rejet de soi en l'autre, d'un refus de l'entaille, d'une haine du désir, d'une part de soi honnie, rejetée à l'extérieur, sacrifiée. Albert Memmi avait inventé un mot très juste, il me semble, hétéronomie, pour parler justement de cette haine de tout autre. Pourtant, l'antisémitisme, donc cette détestation intime qui ressemble à d'autres détestations, n'a pourtant guère d'équivalent. Aucun groupe humain, semble-t-il, n'a été aussi ciblé et menacé, et dans le même temps, jugé aussi menaçant. Je veux le dire, pour moi, le racisme, la misogynie, l'homophobie sont eux aussi fondamentalement contraires à l'émancipation. Mais aucune de ces détestations n'ose se prétendre rédemptrice, ni n'a pu dans l'histoire se camoufler derrière l'anti-impérialisme ou le socialisme, fût-il celui des imbéciles. Aujourd'hui, le négationnisme et ses déclinaisons, devenus le passage obligé de la haine anti-juive, l'islamisme bien sûr, l'extrême droite, toujours, mais aussi l'héritage ignoré, largement ignoré de l'antisémitisme stalinien, poursuivent un très ancien procès contre les juifs. La langue antisémite, parfois parlée en toute innocence, reconduit un imaginaire archaïque qui a placé les juifs au centre d'une machination mondiale pour déposséder les peuples. Ce discours et son écho se retrouvent souvent, je l'ai dit, dans la propagande antisioniste ainsi que dans des formes, je dirais, fétichisées de l'anticapitalisme et de la pensée postcoloniale. Chaque fois, il s'agit d'un refus radical d'autrui, d'une dérobade face à la responsabilité, à travers le refus de la dette, du nom, du désir. Ces thèmes, que je développerai probablement dans une autre séance, ne cessent d'émailler la langue antisémite, comme un aveu. Il semble illustrer le perpétuel démenti à l'émancipation à travers le refus de se constituer sujet. Un homme, ça s'empêche, écrivait Albert Camus dans Le Premier Homme. L'antisémitisme apparaît comme un contrepoint, comme ce lieu du délestage de soi, seul à même d'abolir l'autre. Dans la Bible, Dieu propose aux humains une difficile alliance qui passe par le choix de la vie. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité. Mais ce choix du Deutéronome peut être récusé et de nombreux épisodes de l'histoire de l'humanité en ont douloureusement attesté. L'antisémitisme nous révèle-t-il que le choix du mal demeure toujours une option et que de l'humanité, avec un grand H, on peut choisir de s'enfuir. Au-delà des ravages qu'il a commis et ceux qu'il commettra, sans doute, l'antisémitisme peut-il nous aider à penser avec lui la haine de la responsabilité, la dérobade du sujet, le refus de l'alliance et de l'émancipation? Peut-on en retour penser la responsabilité comme ce rapport indéfectible à l'autre, mais aussi à l'avenir et à l'émancipation, seul point d'appui pour contrer l'antisémitisme, le reconnaître et espérer le combattre? Merci. Voilà, Brigitte Stora, je rappelle que vous êtes docteur en psychanalyse, journaliste indépendante et documentariste, que vous avez soutenu l'année dernière une thèse intitulée L'antisémitisme, un barrage à l'émancipation, et que vous êtes effectivement en train de préparer la publication de ce travail effectivement universitaire. Alors, dans votre brillante communication, vous avez parlé de l'Église, de polémique autour du rôle, de l'attitude de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah avec Pie XII. Il faut aussi rappeler, bien évidemment, le rôle joué par de nombreux gens d'Église, notamment à Montpellier, et il nous revient en mémoire les actions méritoires pertinentes de l'abbé Prévost, du père
Paul parlait de la paroisse Sainte-Bernadette. Et puis le monde protestant n'est pas en reste, avec un nombre incalculable de Chasidei Motaolam, de Juste parmi les nations, suite à l'appel de Monseigneur Saliège, dont il a été question à Toulouse il y a quelques jours pour les 10 ans des attentats islamistes de Toulouse et Montauban, qui a été évoqué par les différentes prises de parole, et notamment Emmanuel Macron et Isaac Herzog. Alors effectivement, vous avez parlé de judisage. Comment ne pas rappeler l'action, le tandem formé avec le souverain pontife Jean XXIII pour passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime, avec les accords Vatican II et le concile Nostra Aetate. Oui, c'est vrai que le rapport, ce qui est du Moyen-Âge, parler du Moyen-Âge, qui était le Vérus Israël? Le Vérus Israël, était-ce Ecclésia ou Synagoga? Si vous allez à Béziers et que vous admirez la magnifique cathédrale Saint-Nazaire, vous y verrez la posture de deux femmes, l'une au corps entier triomphant, c'est Ecclésia, l'autre voûtée des yeux bandés, et à Strasbourg, à la main le sceptre brisé, c'est Synagoga, la synagogue aveugle de la vérité chrétienne. En tout cas, merci pour cette belle communication. On sera heureux de vous lire prochainement. Et je donne tout de suite la parole à la salle ou à Margot, si elle veut dire quelques mots avant que, effectivement, les uns, les unes et les autres questionnent notre conférencière. Pendant que vous ruminez vos questions et que vous les affûtez, je voulais juste vous annoncer que Brigitte Storat continuera cette conférence, qui est une conférence inaugurale, par 3 ateliers qui mettront à jour comment se fait-il que l'antisémitisme, quels que soient les milieux sociaux, culturels, politiques, les régimes différents, capitalistes, soviétiques et on va dire islamistes, etc., il y a toujours cette même rengaine, cette même haine, cette même puissance à vouloir éliminer, et pas complètement éliminer, parce que s'il n'y avait plus de juifs, qu'est-ce qu'il en serait, et c'est peut-être là ma question, qu'est-ce qu'il en serait de ces antisémites? Ils se tueraient eux-mêmes. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un peu de juifs quand même? Je réponds tout de suite ou... Oui. Bien sûr, Michael, du coup, je ne peux bien sûr pas développer Vatican II. On a enseigné très très longtemps le mépris ou la haine. On ne l'enseigne plus aujourd'hui à l'Église. Je crois que c'est très important de le savoir, évidemment. Et oui, enfin, en tout cas en Europe occidentale, il y a eu un travail considérable. Et bien sûr, Monseigneur Saliège, et bien sûr le pasteur Troncomé, bien sûr tous ces petits justes qui, parfois, au nom d'ailleurs de leur foi, se sont bien comportés. Je ne parle pas de ça, bien sûr. Je parle, en revanche, et ça c'est peut-être une chose importante, même si c'est... Pendant longtemps, on a accepté un petit peu cette idée de l'antijudaïsme chrétien, qui n'était pas très sympa, mais bon, et ensuite l'antisémitisme racial, qui a été catastrophique. Bon, de grands penseurs, je pense à Poliakov, évidemment, et Hannah Arendt, ont repris cette idée-là. J'ai envie de dire de manière un peu immodeste, je ne suis pas d'accord avec eux, je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'historiens aussi, hein, je pense à Jacob Katz, Yerushalmi, toute une série de gens qui ont montré qu'il n'y avait pas en réalité cette étanchéité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une ligne directe. Quand Yerushalmi, par exemple, dit bon ben, au Moyen-Âge de l'Inquisition, donc invente la limpieza des sangrés pour remettre en question finalement la conversion. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être converti. Si c'était seulement une religion, on est converti, puis c'est tout. Mais non. Les lois de limpieza des sangrés qui vont toucher donc non seulement les convertis, mais leurs descendants vont être abolis au Portugal et en Espagne au XIXe siècle. Donc c'est quand même quelque chose qui déjà est totalement poreux entre, disons,
histoire de la race, de la religion, etc. C'est en plus des notions qui sont relativement modernes. Ça fait pas très longtemps dans l'histoire de l'humanité qu'on sépare la religion, l'ethnie, etc. Avant, on était à tout. Donc il y a un problème un peu anachronique parfois à projeter dans le passé des notions qui sont finalement issues de la modernité. Mais bon, quelqu'un comme l'anthropologue Jacques Favre-Sada, l'Église et ses Juifs montre bien que jusqu'à la guerre, on parle de race criminelle, le judaïsme est la religion d'une race criminelle, ça c'est dans le journal officiel du Vatican. Elle montre bien, voilà, pour toute une série de porosité, on va dire. Mais moi, ce qui me semble le plus important, c'est pas, parce que je ne suis pas historienne, mais c'est de comprendre qu'il y a eu là quelque chose de fondateur, de matriciel, parce qu'évidemment, quand on dit porosité, on tombe sur la matrice chrétienne, même si le christianisme s'est lui-même nourri d'un anti-judaïsme qui lui préexistait, mais il devient vraiment une vision du monde, celle contre laquelle on va se construire vraiment à partir du moment du christianisme. Et non seulement il va se poursuivre concrètement, de siècle en siècle, comme l'écrit Jules Isaac, dans les âmes innocentes d'enfants qui voient que leur bon Dieu, Jésus-Christ, cet homme formidable, a été tué par les Juifs. Bon, on peut comprendre quand même qu'ils aient eu quelques... Bon. Non seulement il va se poursuivre, mais il va surtout matricer une vision du monde, c'est-à-dire qu'à partir de là, il faut abolir le judaïsme. Et donc tout ce qui ne va pas est du côté du judaïsme. Et c'est comme ça, ce qu'il explique, c'est comme ça que les épidémies, tout ça c'est mauvais, tout ça c'est du côté juif, quoi. Y compris des choses qui n'ont rien à voir. Évidemment, les hérésies chrétiennes, on a dit ça, des jésuites, mais ça n'a rien à voir, pas plus que la peste. Mais bon, il y a cette vision. Voilà, ça c'est pour répondre. Bon, après, je pense que ce serait mieux d'avoir un échange avec vous. Alors, sur les autres séances, peut-être qu'on va être un peu plus précis. Il y a tellement de choses dans ma thèse, il y a plus de 1000 pages, donc évidemment, j'ai eu un peu de mal à faire un résumé. J'ai beaucoup de mal à en faire un livre normal de 300 pages. Mais ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on ait des séances, peut-être sur la question justement plus psychanalytique, quoique sur la haine de l'autre, avec la question de la dette, du nom, du désir, qui émaille la langue antisémite régulièrement, et comment elle se décline dans le discours antisémite. Je trouve que c'est une chose qui vient plaider un peu en faveur de cette histoire du meurtre du sujet et du meurtre de l'autre. Bon. Il y a bien sûr l'antisémitisme stalinien, ça je pense qu'il faut en faire soit une séance en tant que telle, soit le coupler avec l'anticapitalisme, parce que je pense que là aussi il y aurait tellement de choses à dire. Et puis il y a le négationnisme, la pensée postcoloniale, l'antisionisme aussi, qui sont évidemment à chaque fois des grands... Bon, on peut déjà les aborder si vous voulez rapidement, mais je pense que ça devra faire l'objet plutôt d'autres séquences. Merci. Des questions pour Brigitte Dora? Oui, je crois que vous venez de l'aborder, enfin, et puis vous l'avez un peu évoqué dans votre conférence. C'est effectivement plus récemment, comme c'est repris dans des mouvements d'extrême gauche, dans certains mouvements d'extrême gauche. Vous l'avez un peu évoqué en disant autour de la cause palestinienne, et aussi dans les mouvements comme DBS. Je ne sais pas si vous avez déjà une analyse ou pourquoi c'est repris aussi très récemment dans les mouvements d'extrême gauche, par exemple. Ben, ça, je l'ai dit un petit peu dans mon exposé. Pendant longtemps, on était, oui, on disait c'est la cause palestinienne, etc. Mais sauf que c'est revenu, j'en ai parlé. Les gilets jaunes, ce ne sont pas des Maghrébins, des Hérités, ou des cités, je ne sais pas quoi. Et pourtant, l'imaginaire, c'était Rothschild, etc. À l'occasion là des manifs sur le pass sanitaire, on a vu des choses hallucinantes.
Agnès Buzyn, caricaturée, avec son époux qui empoisonne les puits, enfin on est vraiment... Et là encore, on a toujours l'impression d'être en face d'un truc incroyable, d'où ça sort, c'est quoi ce Moyen-Âge. Mais il est là, en fait, il est toujours là. Et voilà. Suzanne. Mais est-ce que l'acte délicide qu'on nous accorde n'est pas le passeport pour tous les autres? Il est tellement gigantesque d'avoir tué Dieu que ça donne toutes ces différentes formes d'antisémitisme, la parole, je veux dire, le discours. Oui, j'y crois, bien sûr. Je pense que l'origine du conspirationnisme, c'est d'abord le déicide. Effectivement, il y a une conspiration juive pour tuer Jésus. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de... Alors après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on trouve des traces. Bon, il y a le fameux historien Flavius Joseph qui va écrire son Conte Rapion, qui raconte, enfin, qui essaye de démolir un peu tous ces préjugés anti-hébreux à l'époque. Et il y a déjà des thèmes qui vont être mis en place dans l'Antiquité que va recycler ensuite l'Église. Alors, parmi ces thèmes, il y a bien sûr ce petit peuple, hein, quand même, parce que c'est pas... Voilà, quoi. C'est un petit peuple, les Hébreux, qui vit à la marge des grands empires, Mésopotamie, Égypte, etc. Et qui va pourtant nous donner un Dieu à la moitié de l'humanité. Enfin, là, il y a quelque chose. Il y avait une phrase de Sénèque, attendez, je vais quand même vous la... Il y a un dépit face à ce peuple pardon, qui ne veut pas servir les dieux communs. C'est ça les pouvoirs en place aussi. Tout le monde était lié. Hein, donc, ils ne veulent pas servir les dieux communs. Et donc, il y a une espèce d'impudence de ces gens qui sont... ils nous ont rien légué finalement, les Hébreux. C'est pas comme les Grecs qui ont inventé à peu près tout. Hein, le théâtre, la démocratie, la tragédie, la philosophie, l'architecture. Bon. Là, les Hébreux, on ne les étudie finalement que parce qu'ils ont légué une histoire obscure d'un Dieu obscur dans un endroit obscur, enfin bon. Et Sénèque, excusez-moi, le philosophe donc Sénèque, un stoïcien du début de notre ère, il écrit, et cependant, la coutume de cette race criminelle, on ne l'a pas attendu, bref, et cependant, la coutume de cette race criminelle a tellement prévalu que déjà presque toute la terre la reçoit. Les vaincus font la loi aux vainqueurs. Je pense que là, il y a un dépit originel, effectivement, qui va aussi voilà, le déicide, il a peut-être déjà ces origines-là, mais là, il va être très massif, comme le christianisme. Le déicide, c'est le meurtre de Jésus, bien sûr. Bien sûr. Dans une société qui se complexifie de plus en plus, beaucoup de contradictions à gérer, comment pourrait-elle évoluer sans avoir recours à un bouc émissaire? C'est toujours le même. Voilà, toujours le même. Vaste question, bouc émissaire, oui, je pense que dans l'histoire, minorités ont toujours joué ce rôle-là. C'est-à-dire, on a pu déplacer la colère sur un groupe plus faible, qui ne se défendait pas, qui... Maintenant, pourquoi les Juifs? Parce qu'ils ont du métier, comme dirait l'autre. Ça fait longtemps que ça dure, donc une fois que ça dure, ça va continuer de servir. Je pense que c'est la haine de l'autre, oui. Pourquoi la haine de l'autre? La question, je pense qu'elle est liée à ce déficit d'horizon d'émancipation. Pourquoi? Pourquoi ça se passe en Allemagne? Pourquoi quelques années avant, il y a des foules qui viennent applaudir Rosa Luxembourg, une petite juive bossue? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi à un moment donné, la haine de l'autre fait que l'extrême droite dans notre pays est à 35%, je ne sais pas combien. Qu'est-ce qui fait ça? L'autre est là. L'autre est là. On peut l'accueillir, on peut le faire sien, ou on peut le rejeter. Et ces discours de haine sont toujours des discours de haine de l'autre, bien sûr. Comme les discours humanistes ont toujours été des discours de... Alors bon, voilà, après, à chaque fois, il faut réfléchir à pourquoi la défaite de l'émancipation, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi le socialisme, finalement, s'est terminé en catastrophe, pourquoi les pays qui ont lutté pour leur décolonisation, à juste titre, me semble-t-il, ça aboutit souvent à quelque chose de très éloigné des idéaux qui avaient présidé à ces décolonisations. Donc voilà, pourquoi la défaite du nationalisme arabe, la défaite de tout ça, oui, après un espèce de désespoir de, comment dirais-je, Trotsky, pardon de le citer, disait, en parlant de la victoire du nazisme, il disait le désespoir les a fait se lever et le fascisme leur a donné un drapeau. Vous voyez? Et puis il y a Albert Camus, encore lui, bon, c'est une obsession chez moi, et qui écrivait en 1944 cette lettre à un ami allemand, et il disait « Vous avez fait de votre désespoir une ivresse ». Je crois que c'est ça. Mais c'est pas une réponse satisfaisante, j'imagine. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Youssef Ourizadeh, président de l'autre association du judaïsme libéral à Montpellier, CJLM, et qui est l'un des responsables de l'association CEPARI. Enchanté. D'origine perse, iranienne. Enchanté. Merci. Merci Michael. Merci Michael d'avoir organisé cette conférence. Merci. Moi, je suis enchanté de votre exposé. On apprend beaucoup. Vous avez évoqué donc les méfaits, les conséquences de l'antisémitisme et en fait tout ce qui est rejet de l'autre. Mais quelque chose qui m'interpelle, comment arriver à combattre tout ça? À un moment, on disait, oh, c'est l'ignorance, il faut éduquer, il faut informer, se rapprocher, bon, ça va disparaître. Et puis finalement, on voit que non, pas tellement. Vous avez évoqué l'Allemagne. À l'époque, il y a eu le national-socialisme qui évolue au pouvoir. C'était le moment formidable de l'Allemagne à tous les points de vue. Au point de vue de l'éducation, au point de vue savoir, mais finalement on constate que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut trouver des moyens ou bien il faut vivre avec et finalement on se dit bon, il faut essayer de vivre. Quel est votre avis, vous qui avez beaucoup étudié et effectivement travaillé sur ce sujet? Merci. Alors, comment on va en finir avec la haine de l'autre et du bouc émissaire? Comment on va finir avec... Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, je prends moi aussi. Ce qui me paraît important, c'est déjà repérer le discours antisémite. Parce que malgré, j'insiste là-dessus, mais malgré la longévité du fantasme de la conspiration juive pour dominer le monde, je le répète, commun à tous les discours antisémites.
l'islamisme qui a fait beaucoup de mal ces derniers temps se réclame davantage des protocoles des sages de Sion plutôt que des versets du Coran. Ça a toujours été dans l'histoire, on a dit antisémitisme de droite, de gauche, ça c'est pas vrai, c'est toujours la même chose. On a dit, on leur reproche tout et n'importe quoi, on leur reproche Rothschild, mais on leur reproche aussi le judéo-bolchevisme, et puis aujourd'hui, ça continue d'ailleurs, on leur reproche Soros qui aide les étrangers, et puis on leur reproche aussi d'être à la pointe de l'impérialisme et avec Israël, d'être... C'est un seul discours. Quelle que soit la ruse par laquelle les Juifs vont, on arrive à la même chose, c'est-à-dire à la conspiration juive mondiale. Et il y avait des affiches en Allemagne, il y en avait plein, où on voyait un travailleur allemand tiraillé entre deux forces apparemment antagoniques, le gros riche américain et le judéo-bolchevique, et le bolchevique, pardon, de l'autre côté. Mais derrière, le grand marionnettiste, c'est le juif. D'accord? Donc, cette histoire de la conspiration, elle est là tout le temps, et je trouve qu'on fait semblant qu'on l'entend pas. On ne l'entend pas. Aujourd'hui, je regrette, mais toute la question du nouvel antisémitisme, de la Palestine, je trouve qu'elle n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit, parce que la haine d'Israël, c'est rarement la solidarité avec les Palestiniens. La haine d'Israël, c'est parce qu'ils dominent le monde. C'est parce qu'à travers leur lobby, etc., ils dominent même l'impérialisme américain. C'est ça qu'on entend. Alors pourquoi, alors que ce langage n'arrête pas, ne s'est jamais caché, toutes les affiches disaient ça, tous les titres, j'en ai 3 pages, je vous ai épargné la chose, les titres des livres antisémites, toute cette littérature dit que le juif domine le monde. Pourquoi ? Ça n'est pas central dans la dénonciation de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'après le nazisme, on a beaucoup parlé de la dimension raciste. Et ça a, d'une certaine manière, quand même un petit peu discrédité le racisme, on va dire. C'est vrai que le nazisme était aussi raciste. Et qu'ils ont cherché des trucs, la phrénologie, la forme du crâne, que sais-je, etc. Mais le fond du fond, c'était pas ça. Le discours d'Hitler, ce qu'il écrit dans toutes les pages de Mein Kampf, le protocole des sages de Sion dont il se réclamait, c'était les Juifs vont nous dominer, donc il faut les tuer. Enfin, bon. Et aujourd'hui, même dans la sensibilisation qui a été faite sur l'antisémitisme et le racisme, de l'antisémitisme est souvent fait partie, alors qu'il n'en fait pas partie, c'est autre chose. On ne dit pas la même chose. On dit rarement, vous voyez, l'antisémitisme, c'est de dire que les Juifs dominent le monde, et vous savez quoi? Ils ne dominent pas le monde. Et s'ils avaient dominé le monde, eh ben, pendant la guerre, peut-être ça ne se serait pas passé. On a rarement répondu comme Tim avait répondu, l'illustrateur, vous savez, quand 20 ans après la Shoah, le général de Gaulle a dit « Ce peuple a toujours été, ce qu'il a été de tout temps, hein, un peuple donc dominateur et sûr de lui-même. » Et l'illustrateur Tim donc avait fait un déporté squelettique qui disait « fier et dominateur ». C'est-à-dire que la Shoah n'a pas constitué un démenti à cet imaginaire parce qu'on continue à ne pas comprendre que ce discours était déjà à l'origine. Dire aujourd'hui à des gens qui parlent la langue antisémite sans le savoir, il y en a. Et cela se situe d'ailleurs souvent dans l'altermondialisme, etc. Ils vont parler une langue, les élites, là, machin, ils vont pas dire le mot juif, mais comme il y a un imaginaire qui précède, alors on peut tomber dedans. Et c'est ça qui est intéressant. À leur dire, vous parlez là la langue de l'antisémitisme. Ce que vous dites sur Israël, je n'entends pas de solidarité avec les Palestiniens ou d'histoire sur les territoires occupés, ce avec quoi d'ailleurs je pourrais parfaitement être d'accord. J'entends la domination mondiale d'Israël, mais vous savez, ça fait longtemps que ça dure cette histoire. Et vous n'aidez pas ni les Palestiniens ni les Israéliens à quoi que ce soit avec cette langue-là. C'est modestement ce qu'il faudrait déjà commencer à dire. Repérer le discours antisémite, qui est tout le temps le même.
Une fois qu'on l'a repéré, le dénoncer, et peut-être après essayer d'espérer le combattre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Youssef. Merci à Brigitte. Une dernière question, madame. Est-ce que vous avez la voix qui porte ou on va vous amener le micro? Monsieur, je vous remercie de votre communication là. Et j'ai bien entendu vos références. Elles sont très riches et principalement teintées une philosophie qui s'est développée sur le temps. Merci. Donc je l'ai entendu avec Lévinas. Et puis toute une dimension morale qui est attenante à la pensée juive elle-même dans sa structure, dans son être même, je crois. Par contre, j'étais un peu étonnée, sachant que vous étiez plutôt de source psychanalytique, docteur en psychanalyse. Je m'attendais à une interprétation, je vous le dis franchement, plus psychanalytique. Et en fait, quand vous avez évoqué la haine de l'autre, je suis quand même étonnée qu'on mette sur le même, qu'on dise l'autre est un autre, un différent, mais qui peut être n'importe quel autre. Or, je pense que le juif n'est pas n'importe quel autre. Et il n'est pas que un autre. Donc, vous avez évoqué l'Erlera. Il faut quand même souligner. Alors, écoutez le discours antisémite aussi. Je pense que beaucoup de juifs le font et ne font que ça parce qu'on cherche à comprendre. Et je crois que la psychanalyse, elle a quand même une clé. Quand même souligner que le judaïsme est à l'origine des monothéismes, c'est quand même la religion mère, et porteuse du monothéisme, c'est pas n'importe quel autre. Et je m'attendais effectivement à quelque chose comme pas une haine de l'autre, plus une volonté de tuer le père, symboliquement peut-être, pour exister. Donc il y a une question d'identité du christianisme elle-même qui se pose aussi, puisque c'est dans cette relation que ça s'installe. Et puis ensuite, aussi parler de l'alliance, la notion d'alliance, qui voilà, je m'arrête là. Effectivement, l'antisémitisme apparaît énormément dans des terres d'héritage chrétien et musulman. Il y a la notion d'élection également. Exactement. Merci. Vaste question. Alors, dans ma thèse, j'ai envisagé 3 dimensions, 3 concepts, si on peut dire, que sont le nom, le désir et la dette. Et je les ai repérés dans les discours anti-juifs comme récurrents. La haine de la dette, c'est-à-dire avec la Shoah, c'est la nouvelle version, mais la haine de la dette par rapport au legs, justement, monothéiste. La haine du nom, bon, le nom coupable, puisque c'est un nom qui ne communie pas. L'idée que le collectif, que l'anonymat est un gage, voilà, de collectif. Et enfin la question du désir, entendue en psychanalyse quand même l'inverse finalement de la jouissance, c'est-à-dire le désir qui accepte donc l'entaille, le manque, etc. Je ne les ai pas développés, je veux bien le refaire pour la prochaine fois. Parce que ça va nous mener à... voilà, j'ai un chapitre sur les brigades, sur la bande à Bader, enfin bon, on va pouvoir aller très loin, effectivement. La question du parricide, c'est pareil,
C'est vertigineux comme question. J'ai quand même envie de dire quelque chose. Le parricide est à l'origine de la pensée grecque. Le mythe d'Oedipe, finalement, est à l'origine, comme on sait, et d'ailleurs, Freud en a fait, comme vous savez. Alors, moi je suis une adepte de la psychanalyse, mais alors très hétérodoxe, puisque je n'ai toujours pas été convaincue par cette histoire-là. Pourquoi je ne suis pas convaincue? Eh bien parce que dans la Bible, il n'y a pas de parricide. Enfin, il n'y en a pas chez le peuple hébreu, dans le peuple hébreu. Il n'y a pas de parricide. Par contre, il y a bel et bien un meurtre inaugural. Il y a un meurtre premier, et c'est celui du frère. Et donc je pense que l'antisémitisme peut penser qu'il s'en prend au père, la religion au père, mais c'est en fait à son frère qu'il s'en prend. Mais bon, là je vais pas... On avait organisé à l'Institut Maïmonide il y a quelques années avec le professeur Gergely, directeur de l'Institut d'études du judaïsme de Bruxelles, une conférence sur le judaïsme entre la théorie de la substitution et la théorie de la falsification, entre christianisme et islam. C'était une très belle communication. Coupable, effectivement, le juif est toujours coupable. On parlait tout à l'heure de BDS, et Libar David, on a reçu ici même plusieurs fois, parler d'Israël comme le juif des nations. Alors même si on doit critiquer Israël, le gouvernement, c'est l'obsession anti-israélienne qui permet d'affirmer qu'il y a quelque part effectivement de l'antisémitisme. Il faut démythifier. Il y a une action de la région en ce moment qui a pour ambition effectivement de casser ces mythes fondateurs de l'antisémitisme. Et enfin, peut-être qu'Elie Wiesel avait raison quand il affirmait à Montpellier en 2003, et Alain était présent, qu'effectivement, s'il y a de l'antisémitisme après Auschwitz, c'est qu'il y en aura ad vitam aeternam. Voilà, on va remercier Brigitte Stora pour cette brillante, cette belle communication. Avant de donner le micro à Margot pour conclure, vous rappelez que pour l'Institut Maïmonide, il y a une table ronde exceptionnelle sur les Juifs d'Occitanie, Histoire et Patrimoine à Toulouse ce dimanche, pour laquelle je participerai, avec Claude Dangean, qui est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Perpignan, Chantal Viod-Rabinovitch, qui est président de l'association Mémoire juive de Béziers, Pierre Lasserie, qui est auteur de l'ouvrage sur la synagogue Palaprate, il était une fois à Palaprate, Roger Attali, qui est vice-président d'Hébraïca et maître d'œuvre du monument de la Shoah à Toulouse, Roger Torgman, qui est vice-président du consistoire israélien de Montpellier, l'instigateur du hors-série sur les Juifs d'Occitanie. J'interviendrai pour effectivement parler de cet héritage hébraïque occitan sur la longue durée. Vous rappelez également, et je l'ai fait la semaine dernière lors de la venue de Michel Fourcade, la venue de Boris Cyrulnik le 14 avril à 16h45 à l'Université Paul Valéry, site Saint-Charles. J'aurai l'honneur de le questionner sur son dernier ouvrage, Le laboureur et les mangeurs de vent, qui est paru effectivement chez Odile Jacob. Et enfin, à la fin du mois d'avril, le 26, Leïla Sebar et Martine Mathieu-Job, qui interviendront autour de l'ouvrage effectivement l'Algérie en héritage des années 1930 à l'indépendance chez Autour. Ce sera le 26 avril à 18h30 dans cette même salle. Voilà Margot. Merci à vous tous d'être venus et merci surtout à Brigitte de nous avoir ouvert les yeux sur certains mystères. Ce sont toujours les mêmes, malheureusement. On se trimballe et qu'on risque de se trimballer bien longtemps. J'espère qu'on va pouvoir dénouer, en tout cas, avoir quelques lumières sur justement voir comment cette permanence de ce même discours antisémite se joue, comme je le disais tout à l'heure, quelles que soient les latitudes, quels que soient les moments historiques, quel que soit, comme si c'était une sorte de nécessité fatale et létale. J'imagine que nous en saurons plus lors des ateliers qui suivront. Merci à vous tous et puis bonne fête, Shabbat Shalom. Merci vraiment